c'est bon. Il nous reste un seul côté. هي هذيك راه واحد انا وصباح انا قدامها اللي صفنت عليه هاو ديري هكا كليكي هنا يخرج لك بوست 3 واحد برك بوست 3 راح خلاص بلاك قراو بالبورد او بدا لونجسترمون ها هو من هذا Donc, on passe au dernier cours, la pathologie médulaire. Lorsqu'on parle de pathologie médulaire, ça veut dire qu'il y a une atteinte de la moelle épinière. Médulaire, moelle épinière, pathologie, c'est maladie. Donc, il faudra savoir que la moelle épinière est constituée de deux parties. La partie blanche, la substance blanche, et la substance grise. Elle est essentiellement une voie de passage des différents faisceaux. Faisceaux de la sensibilité superficielle et faisceaux de la sensibilité profonde, et également le faisceau pyramidal qui est le faisceau responsable de la motricité. Donc pour les faisceaux de la sensibilité superficielle et profonde, c'est essentiellement des faisceaux postérieurs. Par contre, le faisceau de la motricité pyramidale est antérieur. Donc toute atteinte de la moelle antérieure va entraîner un déficit moteur, et toute atteinte de la moelle postérieure va entraîner des troubles de la sensibilité. Donc, la moelle est contenue dans un rachis, donc elle est entourée par des structures osseuses. Et à partir de cette moelle, on aura une racine antérieure et une racine postérieure dont l'anastomose va constituer un tronc nerveux. Il faudra savoir également que la moelle épinière s'étend de la région bulbaire, bulbo-cervicale, jusqu'à L2. La moelle se termine au niveau de la deuxième vertèbre lombaire. À ce niveau-là, elle se termine par un filon terminal qui est le cône médulaire. Elle est constituée de plusieurs parties. Donc la partie cervicale, de C1 jusqu'à C8, la partie thoracique ou la partie dorsale, de T1 jusqu'à T12, et la partie lombaire de L1 à L5. Donc, pour l'introduction, c'est quoi? On va définir d'abord la pathologie médulaire. C'est quoi une pathologie médulaire? C'est toutes les affections qui touchent la moelle épinière. Donc, essentiellement, la symptomatologie clinique est caractérisée par les signes moteurs, les signes sensitifs, mais dépendent, dans la majorité des cas, de la topographie de la lésion. C'est-à-dire, est-ce que c'est une topographie cervicale, est-ce que c'est une topographie dorsale, ou là, c'est une topographie basse lombaire. Cependant, l'interrogatoire, le mode d'installation sont des critères d'orientation très importants. Par exemple, si j'ai un déficit moteur aux 4 membres et je suis devant une tétraplégie, une atteinte médulaire cervicale, ici, si j'ai la notion de traumatisme cervical, je vais dire que mon orientation étiologique est un traumatisme cervical à l'origine de cette pathologie. Donc, tous ces critères-là, retrouvés à l'interrogatoire et recherchés selon le mode d'installation, sont dans un but étiologique. Donc, on va commencer par les signes cliniques. Lorsqu'on a une atteinte médulaire, qu'est-ce qu'on a? On a premièrement le déficit moteur, deuxièmement les troubles sensitifs, troisièmement la douleur, les troubles sphinctériens, les contractures paravertébrales et l'abolition d'un réflexe. Le déficit moteur, donc ça peut être total ou partiel. Un déficit total, donc on parle de plégie. Lorsque ça intéresse les deux membres inférieurs, c'est paraplégie. Lorsque c'est les 4 membres, c'est une tétraplégie. Lorsque c'est les mi-corps, c'est une hémiplégie. Au contraire, lorsqu'on parle d'un déficit moteur partiel, on parle de parésie. Lorsque ça touche les deux membres inférieurs, paraparésie. Lorsque ça touche les 4 membres, c'est une tétraparésie. Lorsque ça touche la moitié de l'hémicorps, c'est une hémiplégie. Donc, il faudra savoir que
ce déficit moteur, lorsqu'il est en phase aiguë, il est associé, donc c'est une atteinte pyramidale, il est associé à une hypotonie et une aréflexie. Ensuite, il passe à la spasticité, on aura une hypertonie spastique avec des réflexes vifs. Deuxième signe, c'est les troubles sensitifs. Et pour ce signe-là, il existe deux types. Ça peut être des troubles de la sensibilité superficielle, donc ça peut être la douleur, ça peut être thermique, et ça peut être le tact qui est touché. Ici, on va préciser les différents dermatomes qui sont touchés. Donc, on a soit une anesthésie, une perte totale de cette sensibilité superficielle, soit une hypoesthésie, c'est-à-dire juste une diminution de cette sensibilité. À côté de ce type de sensibilité superficielle, vous avez l'atteinte de la sensibilité profonde. Lorsqu'on parle d'une atteinte de la sensibilité profonde, vous avez la sensibilité kinesthésique et la sensibilité palesthésique. La sensibilité kinesthésique, c'est la position de différents segments. Par contre, la sensibilité palesthésique, c'est la sensibilité osseuse et se recherche grâce à un diapason. Troisième symptomatologie ou la troisième signe, c'est la douleur. Et c'est essentiellement l'atteinte radiculaire qui est un critère d'orientation topographique. L'atteinte radiculaire, c'est-à-dire c'est une douleur qui suit un trajet d'une racine. Cette douleur-là va nous donner une idée sur, la topographie, du diagnostic topographique de l'atteinte médulaire. Quatrième signe clinique, vous avez les troubles sphinctériens. Les troubles sphinctériens, ils sont présents si on est devant une atteinte cervicale, dorsale ou lombaire. Cependant, ils sont précoces, c'est-à-dire qu'ils apparaissent en premier dans les atteintes lombosacrées. Comme autre signe également, vous avez les contractures paravertébrales. Les contractures paravertébrales, vous avez donc une contracture qui nous renseigne du niveau rachidien atteint. De même pour la raideur rachidienne. Pour les réflexes, donc généralement on recherche les réflexes, une vivacité des réflexes parce qu'il s'agit d'un syndrome pyramidal. Le syndrome pyramidal donne généralement à la phase de spasticité des réflexes vifs, une hypertonie spastique et un signe de Babinski. Cependant, si vous avez un réflexe, par exemple, tricipital ou la bicipital aboli et les autres réflexes sont vifs, ici, on va dire que cette abolition de ce réflexe-là est due à une atteinte médulaire et c'est mon niveau lésionnel. Maintenant, on va voir les signes d'orientation topographique, c'est-à-dire lorsque vous êtes devant une atteinte cervicale, quels sont les signes qui nous orientent vers cette atteinte? Lorsque vous êtes une atteinte dorsale, quels sont les signes? Lombosacré, la même chose. Et également les atteintes sacrées. Donc, pour les atteintes cervicales, généralement, vous avez un syndrome radiculaire au membre supérieur, c'est-à-dire une douleur, par exemple, ou une abolition d'un réflexe au membre supérieur. Une douleur qui va suivre le trajet. Et on peut avoir soit une paraplégie, soit une tétraplégie. Pourquoi? Dans les atteintes cervicales hautes, vous allez avoir des signes d'atteinte cervicale, donc radiculaire. On peut avoir une atteinte du hoquet qui est responsable d'une atteinte du nerf qui innerve le diaphragme, qui va donner un hoquet, comme on peut avoir une atteinte des muscles sternocléidomastoïdiens avec un déficit moteur, une paraplégie, un déficit moteur uniquement au membre inférieur. Pourquoi? Parce que tout simplement, les fibres du faisceau pyramidal destiné aux membres inférieurs sont plus externes, ils sont en premier touchés. Dans les atteintes dorsales, les signes qui nous orientent vers cette atteinte-là, vous avez les douleurs thoraco-abdominales en ceinture, l'abolition des réflexes tano-abdominaux et la paraplégie, le déficit moteur, bien sûr, uniquement aux membres inférieurs. Dans les atteintes lombosacrées, ici, il s'agit d'un déficit moteur qui va toucher le quadriceps avec une abolition du réflexe rotulien. Cependant, le réflexe aquilien, il est vif avec un signe Babinski et bien sûr des troubles sphinctériens et génitaux associés à ce déficit moteur
et ils sont au premier plan. Pour les atteintes sacrées, le cône terminal, vous avez une paralysie flasque, c'est-à-dire une aréflexie, une hypotonie. Donc le réflexe rotulien est aboli, le réflexe aquilien est aboli, et des troubles sphinctériens qui sont sévères. Pour les formes cliniques, une fois que vous avez examiné votre patient, vous avez trouvé des déficits moteurs, vous avez trouvé une aréflexie ou bien des réflexes vifs, des troubles de la sensibilité, vous devez faire des formes cliniques, c'est-à-dire dire est-ce qu'il s'agit d'une hémisection de la moelle ou bien une section complète de la moelle ou bien une partie uniquement de la moelle qui est touchée, d'accord? Donc, vous avez une interruption complète, c'est-à-dire c'est une section complète de la moelle. Qu'est-ce qu'on aura? On aura une tétraplégie, c'est-à-dire un déficit moteur aux 4 membres, avec des réflexes vifs, une hypertonie, un signe de Babinski, avec une anesthésie qui va toucher donc la sensibilité superficielle à tous les modes, c'est-à-dire au mode tactile, thermique et douloureux. Vous avez donc la deuxième partie, deuxième forme clinique, compression médulaire. Lorsqu'on est devant une compression médulaire, c'est l'association d'un syndrome lésionnel et un syndrome sous-lésionnel. Un syndrome lésionnel, vous avez donc le syndrome lésionnel, vous avez donc une abolition d'un réflexe, une douleur radiculaire, une contracture, un syndrome rachidien qui renseigne sur, ou bien un niveau sensitif qui nous renseigne sur ce syndrome lésionnel. Et un syndrome sous-lésionnel, c'est l'atteinte des voies lentes, c'est-à-dire un syndrome pyramidal ou un syndrome cordonal postérieur. Lorsque cette compression médulaire est externe et elle touche les structures osseuses, en plus du syndrome lésionnel et sous-lésionnel, vous allez avoir le syndrome rachidien. Troisième forme clinique, le syndrome de Brown-Séquard. C'est quoi le syndrome de Brown-Séquard? C'est l'hémisection de la moelle, c'est-à-dire c'est la moitié de la moelle qui est touchée. Elle va associer un syndrome pyramidal du même côté de la lésion, un syndrome cordonal postérieur du même côté de la lésion et un syndrome spinothalamique contralatéral. Pourquoi? Parce que tout simplement, les fibres spinothalamiques responsables de la sensibilité superficielle, du côté droit, ils vont décusser au niveau de la moelle pour passer du côté gauche. C'est pour cela que l'atteinte spinothalamique, elle est contralatérale à la lésion. Quatrième forme clinique, vous avez le syndrome syringomyélique. Le syndrome syringomyélique, il donne généralement une anesthésie dissociée et suspendue. Une anesthésie dissociée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une atteinte de la sensibilité superficielle, thermique et douloureuse. Par contre, la sensibilité tactile et profonde sont conservées. C'est pour cela qu'on parle d'une anesthésie dissociée. Pourquoi on dit suspendue? Parce que lorsque vous avez une cavité syringomyélique ou bien une tumeur intramédulaire qui est responsable de ce syndrome syringomyélique, elle va s'étendre en largeur et elle va s'étendre en hauteur. Donc, vous allez avoir une limite supérieure et une limite inférieure. Donc, au-dessus de cette limite supérieure, la sensibilité sera normale. Au-dessous de la limite inférieure, la sensibilité sera normale et vous allez avoir un territoire suspendu. Cinquième forme clinique, c'est le syndrome de sclérose combinée de la moelle. Le syndrome associe un syndrome pyramidal et un syndrome cordonal postérieur. L'étiologie la plus fréquente, c'est la carence en vitamine B12. Dernière forme clinique, c'est l'atteinte isolée. Pour l'atteinte isolée, c'est un seul faisceau qui est touché. Donc, c'est un syndrome qui est rare, qui est exceptionnel. Pourquoi? Parce que généralement, lorsque vous avez une atteinte médulaire, c'est plusieurs faisceaux qui sont touchés. Ici, donc, l'image vous montre une cavité syringomyélique. Donc, cet hypersignal à l'IRM montre une cavité syringomyélique. Cette cavité va s'étendre en largeur. Elle sera responsable de l'atteinte spinothalamique, de l'atteinte de la sensibilité superficielle.
et elle va s'étendre en hauteur. Donc, on aura une limite supérieure et une limite inférieure. Donc, entre ces deux limites, la limite supérieure et la limite inférieure, on aura un territoire où il y aura une anesthésie, donc une atteinte de la sensibilité superficielle, alors que la sensibilité tactile et la sensibilité profonde sont conservées. Pour les diagnostics différentiels de ce syndrome médulaire, vous avez essentiellement le syndrome de la queue de cheval, qui constitue une urgence thérapeutique. Qu'est-ce qu'il donne? Il donne une abolition des réflexes achilliens et rotuliens avec un déficit moteur flash, c'est-à-dire un déficit moteur associé à une hypotonie. Et vous allez avoir une anesthésie en selle. Une anesthésie en selle, c'est-à-dire une perte d'insensibilité superficielle, intéressant les territoires des organes génitaux externes. Pour les autres atteintes périphériques, vous avez l'absence des troubles sphinctériens et génitaux. Donc, l'absence des troubles sphinctériens et génitaux, les troubles sphinctériens et génitaux n'existent pas dans les atteintes périphériques telles que le Guillain-Barré. On passe maintenant aux examens complémentaires et on va commencer par les examens radiologiques. Le meilleur examen complémentaire, c'est l'IRM. Elle permet de visualiser de façon non invasive les vertèbres, les disques et le contenu du canal rachidien. C'est-à-dire qu'on va voir toutes les structures, y compris la moelle épinière et les racines nerveuses. C'est un examen clé pour le diagnostic d'une pathologie médulaire. La radiographie du rachis ou la radio standard, donc ça donne des signes indirects, mais ne donne pas donc, de diagnostic éthologique de la moelle. Par exemple, si j'ai une tumeur intramédulaire, si je fais une radio du rachis, je ne vais pas voir cette tumeur. Je vais voir uniquement l'image du spondylodicite. Spondylodicite, c'est l'infection des disques intervertébraux. On peut avoir des métastases, une image de métastase, et on peut avoir un élargissement du trou de conjugaison comme signe indirect du neurine. Donc, vous voyez que la radio du rachis va montrer uniquement des signes indirects ou bien une atteinte des vertèbres. Troisième examen complémentaire, le scanner. Les limites du scanner, c'est qu'on ne peut pas faire plusieurs segments. Le scanner explore uniquement 3 segments, c'est-à-dire 3 vertèbres. Par exemple, on veut étudier une topographie cervicale C6, on va faire donc C5, C6, C7, pas plus. Par contre, l'IRM, elle peut explorer tout le rachis, y compris cervical, dorsal et lombaire. Donc, le scanner est plus performant pour les structures osseuses, les vertèbres, les disques intervertébraux, la recherche d'une hernie discale, mais le scanner, la TDM, elle ne visualise en aucun cas le contenu du canal rachidien. Et comme on est devant une pathologie médulaire, on n'aura aucune idée de ce qui se passe dans la moelle épinière. Quatrième examen complémentaire et qui a été abandonné, c'est la myélographie. Le principe de la myélographie, c'est de faire une ponction lombaire, d'injecter un produit de contraste, ensuite prendre des clichés radiologiques et ainsi recueillir les différents signes indirects d'une limite de ce produit de contraste. Même chose, elle ne visualise pas la moelle épinière et les racines. Deuxième examen complémentaire, à côté de la radiologie, vous avez la ponction lombaire. Le LCR, donc l'étude du liquide céphalorachidien, nous permet d'avoir une orientation étiologique. Donc, un LCR normal, c'est généralement 3 éléments, c'est inférieur à 100 MASI et inférieur à 3 éléments par millimètre cube. Une protéinorachie de 0,4 plus ou moins 0,12 g par litre, une glucorachie 3,3 plus ou moins 0,5 millimètre par litre. Le LCR pathologique, vous avez 2 types. Donc, soit qu'il est de type méningétique, c'est-à-dire méningétique, donc vous avez une cytorachie qui dépasse les 100 éléments. Soit qu'il est de type inflammatoire, vous avez une cytorachie qui est augmentée mais qui ne dépasse pas les 100 éléments. Donc, lorsqu'il est de type méningétique, donc soit que la glycorachie est normale, ici on parle de méningoradicomyélite virale généralement, soit qu'il y a une hypoglycorachie et on est orienté vers la tuberculose,
la mycose, la listériose. Donc, deuxième type, c'est le type inflammatoire. Vous avez une cytorachie qui est inférieure à 100 éléments, qui est augmentée mais inférieure à 100 éléments. Ici, c'est toutes les pathologies inflammatoires, à savoir la sarcoïdose, la sclérose en plaques, le lupus érythémateux disséminé. Le troisième type, en quelque sorte, par rapport à la numération cellulaire, vous avez la dissociation albuminocytologique, c'est-à-dire vous avez une hyperprotéinorachie, l'albumine est augmentée, la protéinorachie est augmentée, cependant la cytorachie est tout à fait normale. Donc, c'est cette dissociation albuminocytologique vous oriente vers soit la compression médulaire, soit le Guillain-Barré qui est une atteinte périphérique. Pour le diagnostic étiologique, donc les diagnostics étiologiques, on a dit que l'interrogatoire, le sens de l'interrogatoire oriente vers l'étiologie. Et bien sûr, vous avez l'examen clinique et l'examen neurologique, ainsi que l'examen somatique. Et en dernier, les examens complémentaires pour confirmer votre diagnostic. Oriente et vous donne beaucoup d'idées d'orientation étiologique. Premièrement, vous avez donc pour ces étiologies de l'atteinte médulaire, elles sont classées elles sont classées par ordre de fréquence. La première étiologie, qui est la plus fréquente, c'est l'étiologie traumatique. L'étiologie traumatique, c'est généralement, vous avez la notion d'un traumatisme cervical. Pourquoi un traumatisme cervical? Parce que le traumatisme, lorsqu'il est dorsal et lombaire, il donne moins d'atteinte médulaire. La moelle dorsale et la moelle lombaire, elle est plus ou moins protégée par le tronc du patient. Par contre, la moelle cervicale, au niveau du rachis cervical, se trouve exposée aux différents traumatismes. Et à chaque fois que vous avez donc, un traumatisme cervical, une lésion cervicale peut survenir et être responsable d'une tétraplégie, c'est-à-dire un déficit moteur aux 4 membres, et qui est souvent associé aux troubles respiratoires. Les atteintes cervicales suite à un traumatisme et les atteintes hautes donnent souvent des troubles respiratoires. La gravité va dépendre bien sûr des lésions médulaires. Par exemple, si vous avez une vertèbre qui s'est fracturée et un fragment osseux qui va comprimer la moelle et entraîner des lésions nerveuses, ce sera un pronostic fonctionnel assez réservé. Deuxième étiologie, vous avez les métastases vertébrales et épidurales. Elles sont très fréquentes, elles peuvent être secondaires à une néoplasie, c'est-à-dire que le patient, la patiente, est connue pour un néo du sein, un néo du poumon, un néo de la prostate. Ici, il vient consulter pour un déficit moteur aux 4 membres ou 2 membres inférieurs avec une douleur dorsale ou lombaire. Il faudra faire une imagerie parce que c'est le premier diagnostic à évoquer. Deuxième cas de figure, elle peut être révélatrice des localisations dorsales dans 70%, lombaire 20% et cervicale 10%. C'est-à-dire ici, le patient n'est pas connu pour une tumeur primitive. Il vient dans un tableau d'atteinte médulaire, il a une douleur, il a un déficit moteur, vous êtes devant une atteinte médulaire, vous faites votre imagerie, vous tombez sur une métastase. Ici, vous devez faire le bilan d'extension, c'est-à-dire rechercher le néoprimitif par un bilan d'extension. Troisièmement, vous avez les causes tumorales. Donc, une atteinte médulaire due à une tumeur. Elle peut être intramédulaire, donc astrocytome, épendymome, neurinome, ou bien extramédulaire, méningiome. Extramédulaire, le méningiome. Donc, le méningiome donne également des atteintes médulaires. Et il va donner un syndrome de compression médulaire avec un syndrome rachidien, un syndrome lésionnel et un syndrome sous-lésionnel. Quatrième étiologie, c'est les causes rachidiennes. C'est tout ce qui touche les structures osseuses. Vous avez le sarcome vertébral, la maladie de Paget, les spondyloarthrites ankylosante, qui est une complication fréquente de la polyarthrite rhumatoïde, vous avez l'arthrose cervicale et les hernies discales. Cinquièmement, vous avez les causes inflammatoires, donc la sclérose en plaques, le lupus érythémateux disséminé, la sarcoïdose, la maladie de Behçet,
Toutes ces pathologies peuvent entraîner une atteinte de la moelle épinière par des lésions inflammatoires, encore appelées lésions de démyelisation, qui vont toucher la moelle épinière. Les causes infectieuses et parasitaires, on peut avoir une tuberculose vertébrale. Généralement, elle donne une spondylodicite bactérienne qui va donner des formations d'abcès périvertébraux. Vous avez l'hydatidose vertébrale, donc ces multiples vésicules qui envahissent l'espace épidural. Vous avez également la maladie de Lyme, qui est responsable d'une éruption cutanée qui est due à une piqûre de tique, d'un LCR de type méningétique et un tableau clinique de méningo-radiculomyélite. Vous avez la syphilis, sida et brucellose. Toutes ces étiologies infectieuses peuvent être responsables d'une pathologie médulaire. Les causes métaboliques, donc on a essentiellement une carence en vitamine B12. C'est la vitaminose B12 qui va donner 3 tableaux. Un tableau hématologique, un tableau gastrique et un tableau neurologique. Donc, un tableau hématologique qui va être responsable d'une anémie mégaloplastique. Anémie mégaloplastique, c'est-à-dire qu'on a un VGM supérieur à 100. L'anomalie gastrique ou le tableau gastrique digestif, ça donne généralement un ulcère gastro-duodénal ou bien une gastrite ou bien vous avez une glossite. Une glossite, c'est une tuméfaction de la langue. Et troisièmement, vous avez le tableau neurologique. Le tableau neurologique va être essentiellement constitué d'un syndrome de sclérose combinée de la moelle et un syndrome de sclérose combinée de la moelle, c'est l'association d'un syndrome pyramidal et syndrome coordonnal postérieur. Donc la confirmation de votre diagnostic, c'est le dosage de la vitamine B12 qui est effondré. Et à l'IRM, vous avez un hypersignal étendu en cervical, c'est-à-dire cet hypersignal est responsable d'une sclérose des cordons postérieurs de la moelle épinière et qui sont à leur tour responsables des troubles sensitifs. Vous avez encore comme cause les causes vasculaires, c'est tout ce qui est malformation de la moelle ou bien une ischémie médulaire. Et en dernier, on termine avec les causes dégénératives où on peut avoir une paraplégie familiale spastique ou bien le syndrome ASALA. La paraplégie familiale spastique, c'est une atteinte médulaire entrant dans le cadre dégénératif. Qu'est-ce qu'il aura le patient? Il aura un déficit moteur aux 4 membres avec un syndrome pyramidal. Et une histoire familiale, c'est-à-dire des cousins ou bien des frères ou un parent qui est atteint, avec une spasticité qui est très importante. Ici, le diagnostic, bien sûr, d'une atteinte médulaire se fait grâce à l'interrogatoire, grâce à l'examen neurologique et la réalisation d'une IRM médulaire. Mais la confirmation exige un prélèvement génétique pour savoir quel est le gène qui est responsable de cette paraplégie familiale spastique. En dernier, vous avez la SLA. La SLA, c'est une atteinte de la corne antérieure. C'est une atteinte de la corne antérieure qui donne l'association d'un syndrome pyramidal et d'un syndrome neurogène. Je vous remercie de votre attention. Le cours est terminé.
sacré papa. يا ماما بني قاري قاعد ناكل شو تكون بعت لك ميساج قلت كاني نقري دوك نعاود عدات مليحة. بون بروحي باش كومسا تشوفي هي ديري كيفي لا فيديو. وين هاي فين حطي فين. اوكي.